Bonjour à tous. Après avoir vu la désignation du président de la République, nous allons maintenant nous intéresser à ses pouvoirs. On le rappelle, en France, sous la Ve République, l'exécutif est bicéphale. Composé du président de la République et du gouvernement, les compétences sont donc partagées entre ces acteurs. L'article clé à retenir concernant les fonctions du président de la République est l'article 5 de la Constitution, qui dispose que le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Les fonctions du gouvernement sont également définies un peu plus loin dans la Constitution, à l'article 20. Que nous dit donc cet article 5 ? Le président est le gardien de la Constitution. Il peut donner des interprétations de la Constitution sans que son interprétation ne puisse être contrôlée. Il a également un pouvoir d'arbitrage afin d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Ce qui lui permet de nommer le Premier ministre, de dissoudre l'Assemblée nationale et de mettre en œuvre l'article 16 par exemple. Enfin, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le président est le chef des armées. On peut également à nouveau faire référence à l'article 16 ici. On le verra un petit peu plus loin dans la vidéo, cet article 16. Pour parler des pouvoirs du président de la République, il faut distinguer ses pouvoirs propres et les pouvoirs partagés. Intéressons-nous tout d'abord à l'article 19 de la Constitution qui nous délimite les pouvoirs propres des pouvoirs partagés en nous apprenant que les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, premier alinéa, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. Ce sont donc les articles 8, 11, 12, 16, 54, 56 et 61 qui nous intéressent. L'article 8, en premier lieu, nous dit que le président de la République nomme le Premier ministre. Le Premier ministre, quant à lui, composera le gouvernement qui sera ensuite nommé par le président. L'article 11 de la Constitution dispose quant à lui que le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiée au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Pour rappel, l'article 11, dans son ancienne rédaction, on va dire, a été utilisé en 1962 par De Gaulle afin de réviser la Constitution et de permettre l'élection du président au suffrage universel direct. Ce choix a été controversé car, comme vous avez pu le voir à la lecture de l'article, le référendum de l'article 11 concerne les projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Il n'a donc pas vocation à être utilisé pour réviser la Constitution. Toujours dans les pouvoirs propres, l'article suivant, l'article 12, quant à lui permet de renvoyer les citoyens devant les urnes. Voici ce qu'il nous dit. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. De nouvelles élections auront donc lieu pour que les citoyens élisent de nouveaux députés. La dissolution ne peut être utilisée qu'une seule fois par an afin d'éviter d'éventuels abus et une paralysie des institutions. Passons ensuite au fameux article 16, souvent mentionné sur les réseaux sociaux. L'article 16 permet au président d'obtenir les pleins pouvoirs et d'exercer donc tant le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif. Voici ce que nous en dit la Constitution. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,
Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel. Après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs, aux fins d'examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il y a donc deux conditions cumulatives, une menace grave et immédiate et l'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. L'article 16 n'a été mis en œuvre qu'une seule fois au cours de la Ve République, du 23 avril au 29 septembre 1961, suite au putsch d'Alger. Passons ensuite à l'article 18, qui est un droit de communication. Voici ce qui nous est dit. Le président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat. Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. L'article 56 de la Constitution permet quant à lui au président de la République de nommer 3 membres sur les 9 du Conseil constitutionnel, 3 autres étant nommés par le président du Sénat et les 3 derniers par le président de l'Assemblée nationale. Pour rappel, le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers, donc tous les 3 ans, et c'est des mandats de 9 ans. Enfin, pour finir, les articles 54 et 61 de la Constitution permettent au président de saisir le Conseil constitutionnel. Passons maintenant au pouvoir partagé. Comme nous l'a indiqué l'article 19, les actes du président de la République, autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61, ce sont les articles que nous venons de voir, sont contresignés par le Premier ministre et le cas échéant par les ministres responsables. On peut citer en premier l'article 8 de la Constitution, qui nous dit que le président, sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. L'article 10 nous dit ensuite que le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Passons ensuite à l'article 13 de la Constitution qui nous apprend 2 choses. En premier, que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, puis qu'il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. On peut également compléter avec l'article 14 qui nous dit que le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Citons enfin l'article 17 de la Constitution, disposant que le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. La grâce n'étant pas à confondre avec l'amnistie, la première étant une dispense de la peine, mais non son effacement du casier. Enfin, l'article 30 de la Constitution, quant à lui, nous dit que, hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République. Pour finir, on peut citer l'article 52, disposant que le président de la République négocie et ratifie les traités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit et je vous souhaite une bonne journée et de bons partiels.